Merci pour l'invitation, merci à l'Institut. On va essayer de gagner du temps encore. J'introduis très très brièvement notre propos qui du coup renoue avec un certain nombre de choses qui ont été dites ce matin. Et moi je retiens la phrase de la collègue de Vienne, Who tells the story, c'est-à-dire qui parle et aussi pour qui on parle. Donc là on va vous parler à partir d'un exemple d'une association bottom-up, enfin qui a été construite par les protagonistes d'un événement dramatique qui a suscité le début de l'association et jusqu'à aujourd'hui une mobilisation exemplaire à plus d'un titre, mais on n'aura pas tellement le temps d'y revenir. Mais il nous semble que ça pose effectivement la question de la place des associations dans la production, la conservation et la mise à disposition des données. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était des associations d'un genre assez différent. Et il nous semble aussi que les éléments de contexte, comme disait le collègue sur l'Antiquité, les éléments de contexte sont indispensables pour comprendre comment les politiques migratoires vont télescoper un petit peu toutes ces formations, productions. Et on voit bien qu'on a évoqué l'association générique tout à l'heure, l'association générique qui a produit des données extraordinairement riches sur notamment pour orienter et documenter les sources de l'histoire de l'immigration, a disparu faute de financement public il y a 2 ans. Donc certaines disparaissent. D'autres sont, on va le dire très brutalement, récupérées comme supplétifs des politiques d'État. On a vu beaucoup de ce genre de processus dans le domaine du droit au logement notamment. Et puis certaines qui ont une origine, disons, bottom-up, sont devenues se sont institutionnalisées. Donc ce sont tous ces processus qui sont, je trouve, ça complète un peu ce que disait Patrick sur les modalités de la production de données qui sont quand même assez complexes et dans lesquelles nous, on plaide pour une place pour les associations. Voilà, donc le contexte des sources d'aujourd'hui, c'est effectivement pas la rareté, c'est plutôt la pléthore, le caractère pléthorique et donc le caractère concurrentiel et donc qui parle et pour qui. Donc je vais commencer par un bref rappel des faits. Donc l'incendie de Paris Opéra s'est déroulé dans la nuit du 14 au 15 avril 2005 dans le 9e arrondissement de Paris. Donc ce drame a provoqué la mort de 24 personnes, dont 11 enfants et de nombreux blessés. La plupart de ces personnes étaient des personnes logées par le SAMU social, des familles en situation précaire et pour la plupart étrangères, originaires surtout de Côte d'Ivoire, du Cameroun, mais aussi d'autres pays comme l'Algérie, et des personnes aussi sans papier. Ce drame a marqué l'histoire récente de ce qu'on appelle l'hôtellerie sociale. Donc vous pouvez voir 2 images, une photo de l'incendie, une photo quelques jours après de fleurs déposées devant l'entrée de l'hôtel. En face des Galeries Lafayette, voilà, se trouve là. Donc des procès sans fin, cet incendie a mené à plusieurs procès, donc un procès pénal en novembre 2013, un procès en appel en 2016 et un procès civil contre l'assureur AXA en 2018-2019. Donc ces procès ont mené à la condamnation du gérant de l'hôtel, de son fils et de sa compagne qui avaient déclenché l'incendie suite à une dispute. Mais les représentants de l'État ont été dégagés de toute responsabilité. Donc, deuxième point de la présentation, la VIPO, donc l'association des victimes de l'incendie de Paris Opéra, chronologie d'une résistance. Cette association est née très peu de temps après le drame, dans les semaines qui suivent, et dans les statuts de l'association, donc figurent ses objectifs, donc en 4 points. En 5 points, pardon. La défense des intérêts de toutes les victimes, directes et indirectes de l'incendie, le relogement des personnes, des occupants de l'hôtel Paris Opéra, la régularisation, la réparation et l'indemnisation de tous les préjudices et la prise en charge et la protection des orphelins. Les mobilisations de l'association ont été surtout menées à l'occasion des commémorations du drame, donc des prises de position très critiques de l'association à ces moments-là, sur la politique du logement, la dénonciation des contraintes liées à la situation de sans-papiers et la demande surtout d'un procès juste et équitable. Donc là, vous pouvez voir 2 photos. Les commémorations se déroulent d'abord devant
l'hôtel pendant quelques années, puis la première photo, puis en 2012, une stèle est érigée donc, dans un square à proximité de l'hôtel. Donc on vous parlera peut-être à l'occasion du débat de la stèle. Et vous voyez là cette première manifestation à côté de la stèle en 2012. Donc, le processus d'archivage de l'association, donc troisième point, s'engager ou non dans un projet pluriel, faire travailler ensemble des actrices et des acteurs associatifs, des chercheurs et des archivistes. Donc j'ai oublié de préciser que ce processus de mise en archive a été financé par l'Institut des migrations au cours de l'année 2019. Alors, la démarche des différents acteurs qui ont participé à cette mise au versement, puisque aujourd'hui le fonds est constitué. Donc, du point de vue de l'association, une personne qui est d'ailleurs venue l'année dernière à l'invitation de l'Institut, Aomari Clef, qui est un protagoniste central de cette histoire, puisque, bon, d'une part, c'est une victime, son neveu et sa nièce ont péri dans l'incendie, et il s'est retrouvé à être le tuteur de ces deux petits orphelins qui ont été, par contre, qui sont sortis, non pas indemnes, mais sortis vivants de l'incendie. Et donc, c'est un des deux piliers de l'association qui va jouer un rôle central dès la création de l'association qui a lieu quelques jours après le drame. Les familles étant regroupées dans un nouvel hôtel, place à Versailles, porte de Versailles, et ayant refusé, ce qui était déjà un élément important de leur mobilisation et de la durée assez exceptionnelle de cette mobilisation, puisqu'il y a eu d'autres incendies à l'été 2005 qui n'ont pas eu du tout la même histoire, bien qu'ayant les mêmes prémices. Et donc, ils ont refusé d'être séparés, d'être envoyés dans des chambres d'hôtel, relogés provisoirement et séparément. Et ça, c'est le début de l'association. Donc, Aomari Clef a joué un rôle central dans sa création et aussi a travaillé avec nous jusqu'à aujourd'hui dans la démarche d'archivage. Sans lui, on n'aurait pas fait grand-chose. C'est un homme dont l'expérience militante dès l'Algérie et puis ensuite, après son immigration en France, a pesé certainement pour expliquer aussi son souci politique de conservation des archives. Et ils ont fait un duo performant, on peut dire, avec Adama Koné, qui est aussi une des victimes originaire de Côte d'Ivoire, dont l'histoire sera l'objet d'une autre intervention peut-être. Donc là, ce que vous avez ici, on a voulu vous montrer un petit peu un moment fondateur qui a été la réunion qu'on a tenue au comité Action Logement qui nous a donc offert la salle avec tous les protagonistes, c'est-à-dire Franck Véron des archives La Contemporaine, avec qui on a donc travaillé par la suite très étroitement, les familles, des représentants des familles, dont des enfants qui à l'époque étaient des bébés ou des très jeunes enfants et qui, d'une certaine manière, ont pris la relève puisqu'ils ont témoigné au procès au civil l'an dernier. Certains d'entre eux, Aomari Clef qui est de dos, et Adama Koné et Aomari Clef qui sont tous les deux de dos, et puis des soutiens associatifs eux aussi. Alors du point de vue des familles, la démarche, on a noté engagement et non-engagement, parce qu'une page s'était tournée, une très 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 longue page de judiciaire, avec des épisodes, bon, évidemment très, très pénibles, des hauts et des bas, avec l'appel au pénal qui a fait durer encore l'histoire. Donc certaines personnes ont décidé de ne plus donner suite à nos demandes de rencontres. Et puis, mais la plupart étaient quand même, y compris celles qui ont décidé qu'elles n'avaient plus envie de parler, que les archives c'était très important et de leur conserver un lieu sûr. Alors ce souci de transmission, pour certaines personnes, est allé jusqu'à une attitude proactive de vouloir verser par exemple des objets, ce que nous allons faire d'ailleurs, recueillir par exemple Adama Koné, une des victimes a voulu donner le vêtement qu'il portait la nuit du drame. La démarche des chercheurs maintenant, alors on va aller très très vite sur nos appuis théoriques, mais enfin ils sont assez larges puisque on fait appel bien sûr aux memory studies, je détaille pas nos références, mais aussi aux subaltern studies, c'est-à-dire c'est un peu ce qui légitime la démarche de dire au fond
qui dit l'histoire, who tells the story, et si c'est pas les protagonistes eux-mêmes, qui est-ce, quoi. C'est vraiment, il nous semble être un point important de la discussion sur les sources. Et puis, évidemment, les études urbaines et les études migratoires, puisqu'on pense qu'on peut contribuer avec ce cas petit à une connaissance plus générale sur la question notamment de l'hébergement social, du droit à la mise à l'abri, de la privation, des effets de la privation de situations de régularité administrative, etc. Donc nos objectifs, c'était contribuer à la préservation de la mémoire et de la mémoire aussi de la mobilisation. 2 minutes, créer un fonds ouvert aux familles et travailler à des pistes de recherche. Alors, sur la mise en archive et ces questions, le choix du récit biographique m'a été j'allais dire imposé presque. C'est-à-dire qu'au fond, l'association des victimes avait déjà réfléchi à recueillir des témoignages pour le procès pénal. Et donc, moi, avec toute l'association, ça a été un mouvement collectif, en fait, de dire qui a envie de témoigner. Et puis là, moi, j'ai fait mon travail de sociologue. J'ai recueilli des témoignages dans des conditions qu'on pourra peut-être développer après. Donc, avec 3 enjeux, je vais aller très rapidement. Un enjeu épistémologique, bien sûr, produire de la connaissance. Un enjeu éthique, parce que on va retrouver ça au niveau de la conservation et de la confidentialité. C'est pas une matière inerte. Et puis, un enjeu politique, bien sûr, de prise de parole dans l'espace public. Voilà. Donc, la sélection et le classement des archives, revisiter. Alors, on a environ 1000 documents en format numérique. Il s'agissait de revisiter les dossiers pour en identifier, on l'a vu tout à l'heure, ce qui était confidentiel et sensible. Rédiger des notices introductives, ça c'est un travail très important qu'on a fait avec Franck Véron et son équipe. Et discuter de la question de l'anonymat, de ce qu'on pouvait mettre en ligne ou pas. Donc le travail des archivistes a évidemment constitué à comprendre les enjeux et ils nous ont beaucoup aidés d'ailleurs à aborder toutes ces questions de protection de la vie privée, parce qu'il y en avait qui avaient tendance à dire on va tout mettre à disposition, puis d'autres à Omar qui étaient beaucoup plus réticents. Donc l'organisation des dons dont j'ai déjà parlé, et puis cette condition de mise en ligne, et notamment des archives audiovisuelles. Pour l'instant, on a mis un embargo dessus parce qu'on ne sait pas trop comment. Alors, juste 3 slides en 2 secondes. Ça, c'est le lien pour le fond. Là, on a une capture d'écran sur les 4 grands thèmes. Daniel, tout à l'heure, expliquait comment sont organisés les fonds. Bon, là, on a une arborescence avec les 4 grands thèmes qui sont création, administration, activité, les procès et la documentation. Et là, c'est le développement de l'arborescence activité. Bon, j'ai pas le temps d'y venir. Ça donne ça au niveau des notices, c'est-à-dire là, on a Jean-Marie A, une personne dont toute la famille et l'histoire est documentée. Et puis, en conclusion, oui, bien sûr, on plaide pour le développement des archives associatives de ce type, pour des analyses qui, pour nous, se poursuivent dans des recherches, par exemple, sur le rôle de la stèle comme lieu à la fois public et privé de commémoration dans l'espace public. Voilà, merci. Merci beaucoup.